une des causes principales d'une forme de dégénérescence, c'est la perte des valeurs humaines. Nous ne sommes pas des animaux, donc il faut qu'on s'élève, il faut qu'on célèbre le meilleur dans l'être humain. C'est pas possible que ce soit quelqu'un à Paris qui décide ce que vous allez faire de 8h à 8h30 et de 8h30 à 9h, de ce que vous allez dire ou pas dire. Les gens ne sont pas des automates et si on rentre dans ce système-là, ça va être profondément ennuyeux les cours et ça va tuer la vie quelque part. Dans l'école que j'avais créée en Inde, par exemple, on se retrouvait où les enfants, à 10h, les parents devaient leur dire « Arrête de faire ton projet, arrête d'étudier, tu dois aller au lit ». Parce qu'en fait, le monde et les choses sont tellement intéressantes que les enfants, une fois qu'on a ouvert la porte puis qu'on leur laisse la liberté de foncer dans leur passion, eh bien, ils vont donner tout ce qu'ils ont. Et en route, ils vont apprendre plein de choses. Les élèves vont atteindre l'excellence. Et c'est eux qui vont créer ce futur, en fait, et trouver des solutions aux problèmes que nous créons avec ce système un peu plus, peut-être, du passé, en fait. On arrive à amener les enfants ou les élèves ou les jeunes adultes à voir qu'en fait, ils vont recréer un nouveau monde. Bonjour Monsieur Dini. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview pour NTD. Avec plaisir, avec plaisir. Vous êtes éducateur et spécialiste en pleine conscience. Vous êtes connu pour vos travaux dans l'éducation intégrale. Vous avez écrit des livres qui ont été traduits dans plusieurs langues. Vous avez même créé 2 écoles en lien avec ce que vous faites. Vous enseignez dans des établissements scolaires, tant publics que privés. Vous enseignez également dans des entreprises. Vous avez formé des milliers de personnes, des enseignants, des enfants, des adolescents, partout dans le monde. Et en plus de ce travail éducatif que vous menez, vous avez initié 2 projets, le projet Gratitude et le projet Force de caractère, on va en parler un peu plus tard, qui visent à améliorer la santé mentale des jeunes en Suisse romande. Donc aujourd'hui, dans une discussion qui a lieu comme chaque semaine au restaurant Côté Square de l'hôtel Bristol de Genève, nous allons parler de ce qu'est l'éducation intégrale. Mais avant d'entrer dans cette méthode que vous promouvez, j'aimerais vous poser une question personnelle. Je vois que vous êtes très souriant, très positif, serein. J'aimerais vous demander quel est votre secret pour être aussi calme. On a eu aussi des échanges avant cette rencontre. Je trouve que par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, dans les crises sanitaires, politiques, environnementales, financières, on a de quoi être plutôt déprimé. Alors, c'est quoi votre secret pour être positif et serein? En tout cas, je travaille un petit peu sur une certaine... j'ai une certaine discipline et une certaine hygiène de vie que j'essaye de garder. Et puis, je consacre tous les jours du temps à mon intériorité. Et puis ça, je pense que ça me permet de trouver un équilibre intérieur tout d'abord. Et puis... et du coup faire face à ce qui se passe en fait et à tous les challenges et les défis qui se présentent. Vous avez toujours été comme ça ou bien c'est un processus que vous avez réussi à développer avec le temps, vous êtes devenu résilient? C'est vraiment quelque chose que je continue à développer. Je pense, et d'ailleurs c'est en lien avec l'éducation intégrale, c'est-à-dire que je pense qu'on n'est pas fini à un moment donné. Et je pense qu'au moment donné où on est figé d'ailleurs, c'est un petit peu le début de la fin. Donc c'est vraiment important de tout le temps se renouveler, de faire des choses nouvelles, d'apprendre des choses nouvelles, tout en gardant les acquis, les choses qui fonctionnent bien. Donc c'est vraiment quelque chose que je travaille au jour le jour avec une discipline et une structure et des choses que je fais et une passion aussi dans mon travail. Ok. On va prendre un peu ce qui se passe actuellement dans le monde. On va se pencher un petit peu sur l'état des choses après la crise Covid. On sait que la crise sanitaire, récemment, elle a aggravé les problèmes psychologiques chez les jeunes, chez les adolescents, notamment en France. On a des études qui montrent que les recours aux soins d'urgence pour troubles de l'humeur, idées et gestes suicidaires, je cite, ont fortement augmenté ces dernières années. Parmi les jeunes de 17 ans, on a 9,5% qui étaient concernés par des symptômes anxio-dépressifs sévères en 2022, contre 4,5% seulement en 2017, et 18% qui ont eu des pensées suicidaires dans l'année, contre 11% en 2017. Donc, Monsieur Dini, selon vous, quels sont les facteurs qui ont contribué ces derniers temps à cette aggravation du problème et quelles solutions on pourrait trouver pour contrer cette hausse? Je pense qu'il y a vraiment de multiples facteurs. Ce serait une erreur d'en chercher un spécifiquement puis de dire tout le problème vient d'une chose spécifiquement. Mais je pense qu'on voit, et
les enfants vivent dans ce monde des adultes qui s'accélère avec de plus en plus de stress, avec aussi un petit peu une folie, puisque quelque part, tous les scientifiques nous disent qu'on fonce dans le mur et puis on accélère, en fait. Et donc, les enfants ou les jeunes qui grandissent là-dedans, il y a de quoi être déboussolé, en fait. Donc, ça, je pense que c'est un élément. Et puis après, voilà, il y a plein de choses, les écrans, le stress, plein d'éléments qui rajoutent des difficultés pour les jeunes que les générations d'avant n'ont pas eu, en fait. C'est vraiment quelque chose qui est nouveau. Et après, je pense qu'il y a beaucoup de solutions. On a beaucoup de connaissances. Et quelque part, c'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'on sait déjà comment faire et comment on pourrait les aider. Donc, vous dites on sait, on a les connaissances pour aider. C'est clair. C'est clair que la psychologie étudie depuis de nombreuses années, a développé des méthodes, des techniques qui ont été validées dans les écoles auprès des enfants. Il y a de nombreux spécialistes qui en parlent. Et lorsqu'on met en place ces méthodes ou ces différents projets ou programmes, on voit que l'impact direct sur la santé psychique des jeunes, ça fonctionne, en fait, ça fonctionne tout de suite, en fait. Donc, c'est sûr qu'on sait comment faire, comment faire. Après, c'est pas tout simple, mais on a les clés pour quelque part résoudre une partie du problème. Et justement, on en vient à l'éducation intégrale que vous promouvez. Hein. C'est ça, pour vous, en tout cas, la solution. Vous avez regroupé dedans plein de connaissances que vous avez et vous les avez formatées en un programme. Est-ce que vous pourriez nous dire 2 mots de cette éducation intégrale? Déjà, c'est pas moi qui ai inventé l'éducation intégrale. Donc, c'est une Française, Mira Alfassa, qui a aussi qui a créé la première école basée sur ce concept, et puis qui a créé aussi Auroville, en fait, qui a fondé Auroville, qui est un peu une ville utopiste en Inde. Et puis Sri Aurobindo aussi, un penseur, un yogi, un poète indien, en fait, qui a étudié dans les plus grandes universités du monde, qui parlait latin, grec, allemand, français, italien, donc c'est eux qui ont développé ce concept d'éducation intégrale. Que moi-même j'ai étudié, en fait. J'ai vécu 20 ans en Inde et puis j'ai étudié qu'est-ce que c'est, en fait, comment ça fonctionne. Donc si, en quelques mots, on pourrait dire qu'il y a 3 éléments principaux dans l'éducation intégrale. Une, c'est que l'on veut s'ouvrir dans l'horizontalité, c'est-à-dire que plutôt que juste apprendre quelque chose qui est étroit, on veut élargir le spectre de l'apprentissage en incluant d'autres éléments comme les valeurs humaines, les compétences émotionnelles, le lien avec le corps. Donc, on veut faire beaucoup plus d'activités physiques que ce qui se fait actuellement dans les écoles. Toutes ces choses mises ensemble, le développement des facultés mentales, le développement de l'esthétique, de l'éthique aussi. Donc c'est cette ouverture sur l'horizontalité qui donne quelque chose de beaucoup plus large que ce que l'on a actuellement dans certaines écoles, même si on voit que le mouvement, en tout cas en Suisse, d'élargissement est en train de se faire. Donc c'est quelque chose qui se passe avec le plan d'études roman qui a inclus justement les compétences émotionnelles, les valeurs humaines, toutes ces choses. Donc c'est quelque chose qui est déjà en train un peu de se mettre en place dans le système éducatif. Après, il y a un autre mouvement qui est plutôt d'approfondissement. Donc là, l'idée, c'est que, et ça c'est un thème central de l'éducation intégrale, c'est que l'enfant est une présence, est une conscience, il y a quelqu'un à l'intérieur. Donc si on regarde un enfant, on voit qu'il y a quelque chose qui brille dans ses yeux, il y a une lumière qui est là. Et quelque part, un des éléments cruciaux de l'éducation intégrale, c'est de faire que l'enfant reste connecté à cette présence qu'il est, en fait, quelque part. Pour beaucoup, on se perd dans le monde, on se perd dans l'extériorité, on se perd dans le paraître, et on perd la connexion avec qui l'on est vraiment, en fait. Donc là, on met beaucoup de choses en place pour que cette connexion, elle reste présente durant tout l'apprentissage, en fait. Et puis après, il y a un 3e mouvement, on peut dire, d'élévation, où là, l'idée, c'est vraiment de développer donc les facultés supérieures. Donc on a le raisonnement, l'observation, toutes les facultés mentales de base que l'on veut déjà bien établir. Mais après, on peut même monter encore d'un cran et puis s'ouvrir à des facultés supérieures, par exemple telles l'intuition, qui sont des choses que l'on trouve même
C'est des choses que Einstein utilisait, que Steve Jobs utilisait. Donc, c'est des choses qui sont vraiment précieuses et puis qui sont un peu comme ça le sommet de ce que l'humanité peut produire dans ses plus grands génies. Donc, c'est ce mouvement d'élévation, on peut aussi l'amener dans le système éducatif. Impressionnant. J'ai l'impression que en tout cas, vous parlez du retour aux valeurs. Ça, c'est quelque chose qu'on avait peut-être il y a 100 ans ou 200 ans, quand les sociétés n'étaient pas encore laïques, qu'on avait la religion, la moralité qui était plus mise en avant. C'est quelque chose, effectivement, qui, dans une société matérialiste, se perd, s'est perdu. Est-ce que vous pensez que si on continue dans cette voie matérialiste, on risque de foncer droit dans un mur? C'est clair, en tout cas, c'est une des causes principales d'une forme de dégénérescence, c'est la perte des valeurs humaines, en fait. Nous ne sommes pas des animaux, donc il faut qu'on s'élève, il faut qu'on célèbre le meilleur dans l'être humain. Et c'est clair que cet utilitarisme à outrance est délétère. Donc on veut vraiment cultiver ses forces de caractère, mais ça doit être renouvelé. Donc on ne peut pas le faire comme on le faisait il y a 100 ans, ça ne marchera pas. Ce n'est pas des codes moraux que l'on doit apprendre par cœur et puis qui font qu'un individu devient éthique. C'est un autre mouvement. Et cet autre mouvement, on a les connaissances, en tout cas, pour l'initier. Typiquement, on peut, plutôt que de dire à l'enfant ce qui est bien ou pas bien, même s'il y a des règles de vie et puis que ça, on doit les partager avec l'enfant, il y a des règles de classe, il y a des règles dans la famille. Mais, donc ça, c'est un peu les lois ou les règles morales, mais après, ce sens éthique, ce sens de sentir ce qui est juste et bien, on peut l'éveiller chez l'enfant. Puis juste en lui posant des questions, en disant comment tu te sens d'avoir fait ça, est-ce que tu es à l'aise, est-ce que tu sens que c'est juste? Et puis là, il va développer justement à travers cette connexion à son intériorité, cette capacité de suivre ce qui est juste et vrai pour lui, mais aussi pour les autres en fait. Donc c'est une autre approche peut-être qu'on doit amener. Et puis aussi, c'est sûr, y consacrer du temps. On doit consacrer du temps. Et faire des choses. Donc, on apprend beaucoup dans l'expérience. On ne peut pas apprendre les valeurs morales en les lisant dans un livre. Il faut que les enfants puissent être actifs. Et là, il y a plein de choses que l'on amène dans l'éducation intégrale, mais qu'on trouve dans plein d'écoles. Donc, le fait de sortir, d'avoir des aventures, de faire du sport, d'aller dans un jardin, d'aller dans la forêt, toutes ces choses vont faire qu'on doit apprendre à vivre ensemble, qu'on doit s'entraider, qu'on doit aider le plus faible. Il y a plein d'éléments qui se mettent en place qui font que petit à petit, ces forces, ces qualités humaines, elles vont se développer et puis elles vont être célébrées dans le groupe, en fait. Donc, c'est une autre manière de faire, en fait, qu'on peut explorer. Oui, il y a un politicien valaisan, justement, donc d'où vous venez, récemment, qui a dit dans une interview pour NTD, laissez jouer les enfants, je ne sais plus si c'est les mots exacts, mais vraiment, il insinuait que dans nos sociétés, dans le système éducatif tel qu'il est promu aujourd'hui, on ne laisse pas suffisamment la place à l'enfant pour qu'il exprime sa créativité, qu'il s'amuse, qu'il apprenne par le jeu, de façon ludique. En fait, il y a un côté trop martial dans l'enseignement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors, je pense que ça dépend de l'âge de l'enfant, mais c'est sûr, quand on est très jeune, on apprend en jouant. Après, quand on est adolescent, on peut aussi apprendre, et ça, c'est des choses qui se font un petit peu dans certaines écoles, en faisant des choses qui nous passionnent, en fait. Donc, des fois, on fait l'inverse, c'est-à-dire que plutôt que de partir de la passion de l'élève, et puis ça a des principes de l'éducation intégrale que Schrobino nous a donné, c'est partir du proche au lointain. Donc le proche, c'est la passion de l'enfant, son intérêt, et puis le lointain, c'est l'excellence dans un certain domaine. Donc on veut partir du proche, qui pour les petits-enfants vont être le jeu, puis pour les plus grands, ça va être une certaine passion pour la mécanique, ou l'art, ou différentes choses en fait. Puis on va les accompagner à travers cette passion. Et dans certains cas, dans l'école que j'avais créée en Inde, par exemple, on se retrouvait où les enfants, à 10 heures, les parents devaient leur dire « Arrête de faire ton projet, arrête d'étudier, tu dois aller au lit ». Parce qu'en fait, le monde et les choses sont tellement intéressantes que les enfants, une fois qu'on a ouvert la porte, puis qu'on leur laisse la liberté de foncer dans leur passion, eh bien, ils vont donner tout ce qu'ils ont. Et en route, ils vont apprendre plein de choses. En fait. Donc, on va vraiment adapter à l'âge de l'enfant. Mais c'est sûr que le plaisir est au centre quand même de l'apprentissage. Il faut qu'on ait du plaisir. Et en même temps,
on a besoin de discipline. Donc c'est cet équilibre que l'on doit trouver aussi qui est nécessaire. Est-ce que vous pourriez nous dire si là vous parliez d'une école que vous avez fondée en Inde, est-ce qu'il en existe également en Suisse et en France des écoles qui promeuvent justement l'éducation intégrale? Il y a vraiment des écoles qui sont basées sur cette pédagogie et ça, il n'y en a pas beaucoup, on peut dire, en Europe. Mais par contre, il y a un mouvement général qui va dans cette direction. Comme je le disais avant, en Suisse romande, on a le plan d'études romand qui a ouvert un peu les perspectives, qui s'est dit on ne peut pas simplement apprendre par cœur des choses toute la journée, il faut aussi qu'on fasse des choses. Donc, il y a une ouverture. Et puis c'est aussi quelque chose, donc je travaille aussi beaucoup avec les écoles alternatives et les écoles privées en Suisse. Et c'est un mouvement naturel d'aller vers quelque chose d'intégral en fait. Et je pense qu'une des forces de l'éducation intégrale, c'est que ce n'est pas quelque chose de dogmatique, de fermé. C'est quelque chose qui va s'adapter à l'école, à l'enfant, aux besoins, à l'enseignant, à la famille même et au pays dans lequel c'est mis en place en fait. Donc c'est vraiment quelque chose que l'on voit qui se met naturellement en place dans de nombreuses écoles. Il y a un exemple par exemple d'une école à Lausanne, l'école des Collines, qui a pris comme pédagogie la pédagogie Reggio Emilia, qui est quelque chose qui travaille beaucoup avec le sens esthétique. Puis en discutant avec la directrice, elle me dit « Ah ouais, on fait aussi la philo, on fait aussi un peu de yoga, puis on va aussi dans la nature, et puis on fait de la pratique attentionnelle. » Puis je lui dis « Mais est-ce que tout ça, ça fait partie de la pédagogie Reggio Emilia ?» Puis elle me disait « Non, pas du tout, c'est des choses qu'elle a rajoutées parce que c'est logique en fait. C'est juste logique d'amener toute cette richesse et toute cette vastitude, tous ces différents éléments dans l'apprentissage. Donc comme c'est logique, on voit qu'il y a un mouvement qui va dans cette direction. Dans les écoles où on laisse assez de liberté pour les enseignants pour aller dans cette direction. Mais dans votre idéal de l'enseignement et de l'éducation, il y a quand même une part où on force un peu l'enfant à étudier, à apprendre à lire, à écrire, à calculer, ou vraiment la possibilité de laisser à l'enfant de chercher à faire ce qui lui plaît, d'investiguer dans une branche qu'il préfère. Comment ça se passe? Nous, on va consacrer du temps à la lecture. Donc, il y aura du temps qui est consacré toutes les semaines à lire parce que c'est tellement important. Dernièrement, on a vu qu'il y a plein il y a plein de jeunes qui, à 15-16 ans, je discute avec quelqu'un qui travaille au collège, qui ne comprennent pas ce qu'ils lisent, en fait. Donc, c'est assez affolant et donc il faut prendre du temps pour lire, en fait. Mais c'est passionnant ce qui se passe dans les livres. Il y a des centaines de millions de livres. Et si on arrive à trouver de nouveau l'intérêt de l'enfant, puis qu'on arrive à le faire que le livre qu'il lit, c'est quelque chose qui l'intéresse, il va le prendre à la maison. En fait. Et c'est vraiment ce qui se passe. Donc, ils prennent à la maison et puis ils commencent à lire en dehors de l'école. Et puis, du coup, ils développent son mental à travers la lecture, mais à travers le plaisir de lire. Donc, on va vraiment avoir des moments spécifiques qui sont quand même dédiés aux mathématiques, au français, ou à tout. La langue, c'est vraiment la base quand même, c'est sûr. Par contre, on va essayer de rendre ça extrêmement intéressant. Et c'est toujours l'éducation intégrale, et je pense que l'éducation du futur doit être comprise avec un mental subtil, donc c'est pas que le plaisir, donc il faut un minimum de discipline. Mais par contre, c'est tellement intéressant le monde que les enfants, et ça c'est vraiment quelque chose que, en tout cas moi j'ai vécu et que toutes les personnes qui ont étudié les écoles alternatives, si on met des livres partout, si on aime lire, si on leur lit des histoires, ils vont aimer lire. C'est juste parce que c'est passionnant tout ce qui se passe. Lire, c'est rencontrer les plus grands esprits de l'humanité, en fait, et passer un moment avec. Donc tous les enfants sont contents de se mettre sur les genoux de Einstein ou de je ne sais quel écrivain. On sait que de façon générale, les autorités en France, en Suisse, elles sont plutôt frileuses quand on parle d'école à la maison, de programmes alternatifs au système qui est en place. En France notamment, on voit que les autorités veulent centraliser vraiment l'éducation au maximum, avoir sous contrôle l'éducation des jeunes. Est-ce que vous auriez peut-être quelque chose à formuler pour rassurer les parents, les enseignants qui sont un petit peu craintifs et qui se demandent si éduquer comme ça, de façon plus libre, ça porte ses fruits? Est-ce que ça fonctionne finalement, cette éducation intégrale pour les enfants? Alors c'est clair que l'éducation, dans certains cas, elle va fonctionner beaucoup mieux que l'école publique, dans certains cas. Après, ça demande toujours comment on le fait et qui on est, quelles sont les compétences.
Mais je pense qu'à des éléments problématiques, c'est cette centralisation dont vous parlez, en fait. C'est-à-dire que c'est pas possible que ce soit quelqu'un à Paris qui décide ce que vous allez faire de 8h à 8h30 et de 8h30 à 9h, de ce que vous allez dire ou pas dire. Les gens ne sont pas des automates et si on rentre dans ce système-là, ça va être profondément ennuyeux, les cours, et ça va tuer la vie, quelque part. Donc, c'est pas la bonne solution. C'est sûr qu'il faut avoir une direction, il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Mais par contre, la liberté est essentielle à l'apprentissage. Donc cette liberté doit être donnée au directeur d'école, cette liberté doit être donnée aux enseignants, cette liberté doit être donnée à l'élève, tout en respectant certaines règles et certains schémas. Donc chaque enseignant est différent, donc chacun a des forces de caractère différentes et on ne peut pas dire vous allez enseigner ça de cette manière ou ça c'est la vérité absolue et puis si tous les élèves font comme ça, ça va marcher. On n'est pas de la mécanique, on n'est pas dans une industrie, on n'est pas dans une usine. Il faut que ce soit vivant et pour que ce soit vivant, il faut un minimum de liberté. Donc formons bien les enseignants, parce que moi je suis quand même partisan de l'école. Formons bien les enseignants, mais laissons-leur une certaine liberté, comme c'est dans le cas dans certains pays. Je crois qu'au Québec, par exemple, le village peut choisir quel type d'éducation il va donner. Ce sera plutôt Montessori ou un courant alternatif, ou ce sera classique en fait. Donc, laissons plus de liberté, tout en gardant un œil dessus, bien sûr. L'idée, c'est pas de faire n'importe quoi. En fait. Donc, de nouveau, c'est cet équilibre. Mais trop de centralisation tue, c'est certain. Vous avez juste un exemple de choses que vous inculquez quand vous formez des enseignants, de méthodes que vous leur transmettez ou de conseils que vous donnez aux enseignants de l'école publique notamment pour s'ajuster avec un programme qui est en place. Comment est-ce qu'ils peuvent apporter leur force de caractère dans leur enseignement? Donc en effet, je travaille pas mal avec les forces de caractère. Et puis donc l'idée, c'est que chaque enseignant et d'ailleurs chaque enfant aussi est unique et différent. Vous êtes unique, je suis unique et tout le monde est unique. Et donc ça, c'est la psychologie positive qui a étudié. Et puis, il y a tout un protocole qu'on met en place qui est assez simple, mais qui permet à chaque enseignant de découvrir ses forces de caractère. Et aussi, on peut découvrir aussi les forces de l'élève, en fait. Et puis après, c'est clair que si j'utilise mes forces de caractère, plus je les utilise, plus je vais m'épanouir. En fait. Et j'avais un exemple d'un enseignant, un jeune enseignant, qui copiait quelqu'un qu'il admirait. Et cette personne qui l'admirait, par exemple, faisait beaucoup d'humour dans son enseignement, et puis ça marchait très bien, puis du coup, ça créait une bonne ambiance dans la classe. Mais cette personne-là n'avait pas d'humour, et puis elle essayait d'en faire. Donc c'est sûr que ça ne marchait pas, en fait. Donc on ne peut pas établir, il faut enseigner de cette manière-là, il faut que ce soit adapté à notre nature. Donc chaque enseignant, quelque part, doit trouver sa manière de faire, tout en suivant le programme, mais un programme peut-être qui va être un peu plus ouvert, et un peu plus libre pour que les enfants puissent s'épanouir, pour qu'on puisse suivre le rythme naturel des enfants. Ce qui fait peur surtout des fois à certains parents ou à certains enseignants quand on parle de liberté de l'enseignement, c'est le risque qu'après les enfants ne s'intègrent pas à cette société parce que la société, elle correspond en quelque sorte à la façon dont on enseigne depuis quelques années. Alors est-ce que les enfants qui suivent, qui ont la chance de connaître ce que vous faites, arrivent à s'adapter après à la société, à trouver du travail Alors ces enfants-là deviennent des leaders de la société. Okay. Donc c'est l'inverse, c'est pas qu'ils ne s'adaptent pas, c'est eux qui vont mener la société. Et il y a vraiment une école à New Delhi qui s'appelle l'école de Mirambika, qui est une école alternative basée sur l'éducation intégrale et qui amène les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans. Puis à 12 ans, ils passent dans une autre école publique, en fait. Et les écoles publiques des alentours se battent pour avoir ces enfants dans leur école parce que quand ces enfants viennent dans les écoles, ils dynamisent l'école, ils dynamisent leur classe parce qu'ils sont passionnés, parce qu'ils sont intéressés, parce qu'ils ont envie d'apprendre, parce qu'ils ont envie de faire des choses. Donc c'est vraiment l'inverse. C'est des enfants qui vont devenir les leaders du futur, en fait. Si c'est bien mis en place, bien sûr, toujours, mais ce qui est le cas, en tout cas, dans ce que j'ai vu en Suisse, dans les écoles alternatives avec qui je collabore, il y a vraiment ça les élèves vont atteindre l'excellence. Et c'est eux qui vont créer ce futur, en fait. Et trouver des solutions aux problèmes que nous créons avec ce système un peu plus, peut-être, du passé, en fait, qui est un peu dépassé.
une des choses qu'on a essayé de faire dans l'école que j'ai créée en Inde, en fait, donc l'école s'appelait The Learning Community, donc la communauté des apprenants. L'idée étant que, en fait, c'est pas avec les enfants qui vont apprendre à l'école, mais c'est aussi les enseignants qui vont apprendre comment mieux enseigner, comment mieux répondre aux questions des enfants, et puis les parents aussi. Donc c'était vraiment une collaboration ensemble, tous ensemble, pour offrir le meilleur aux élèves. On avait beaucoup d'intervenants externes qui venaient à l'école, donc on avait un spécialiste des crocodiles qui est venu, on avait un artiste peintre qui est venu, donc ça permettait plein d'interactions avec les élèves. Et puis on a vu certains cas où des fois une intervention d'une personne changeait complètement la compréhension et l'attitude de l'élève. Parce que tout à coup, il avait un sens à sa vie, puis il savait ce qu'il voulait faire, ou il rêvait de devenir, je ne sais pas, biologiste ou quelque chose comme ça, et du coup il avait envie d'apprendre. Donc on interagissait plus avec les personnes autour, en fait. Les enfants allaient, quelques matinées par année, ils allaient dans un endroit, dans une ferme, ils travaillaient un petit peu, donc il y avait une intégration, puis ils découvraient le monde. Donc c'était les parents, les enfants, les enseignants et le quartier ou le village qui vit ensemble et puis qui éduque ensemble les enfants. C'est quelque chose d'un peu plus ouvert dans le cas-là, en fait. On travaillait aussi avec les gens qui étaient à la retraite. Parce qu'il y a des gens qui sont à la retraite, puis qui ont étudié quelque chose pendant 40 ans, 50 ans, qui sont excellents dans leur domaine. On a le cas où un des problèmes qu'on a dans l'école publique, c'est que si vous êtes seul avec 25 élèves, c'est difficile d'offrir à chacun quelque chose de qualité. Donc nous, on invitait des gens à la retraite, donc qu'on avait sélectionnés, et puis qui donnaient des cours particuliers à des petits groupes d'élèves, et qui donnaient une telle qualité qui était extraordinaire pour les enfants. Et en même temps, pour la personne à la retraite, ça lui faisait du sens. Elle servait encore à quelque chose à la société. Donc, on collaborait avec le monde environnant. C'était un élément qu'on avait rajouté et qui est assez intéressant. Là, en Inde, c'est justement une des deux écoles que vous avez fondées, c'est juste. Oui, et la deuxième, elle est où exactement? Donc, la deuxième est en Valais, en fait, qui s'appelle Éducateur. Donc, c'est quelque chose que j'ai co-créé, qui est parti maintenant, qui fait plus de la pédagogie par la nature maintenant. Donc, c'est plus pour les petits degrés. Et puis, il y a pas mal de rapports dans la nature, d'apprentissage avec le jardin, avec la forêt. Et puis, d'autres moments plus formels. Mais, donc, c'est à Sion en Valais. Oui. Donc, c'est une école privée? C'est une école privée, mais notre but, c'était pas de faire une école privée. D'ailleurs, quand on a été voir le département, on leur a dit, nous, on aimerait expérimenter quelque chose. Expérimenter, c'est peut-être pas le bon mot dans le sens où on sait que ça marche, ces choses. Donc, les écoles alternatives, elles fonctionnent et elles collaborent bien avec les écoles publiques. Parce que des fois, on veut faire l'une contre l'autre, mais en fait, mon expérience, c'est que les écoles alternatives ouvrent la voie. Et puis, c'est les écoles publiques qui suivent. Et là, typiquement, nous, on travaillait beaucoup, on allait en forêt, on avait un jardin, et on avait beaucoup d'enseignants des écoles publiques qui venaient voir comment on faisait, et qui après, on commençait à avoir un petit jardin dans le village ou dans le quartier. Et puis, une fois par semaine, ils allaient voir qu'est-ce que c'est une tomate, comment est-ce que ça pousse, de quoi est-ce que ça a besoin. Donc, c'est une collaboration, en fait. Donc, plutôt que d'être dans l'opposition, collaborons ensemble, en fait. Créer quelque chose qui s'élance vers le futur. Donc les enfants, après avoir passé dans cette école, c'est une école enfantine, on va dire, enfin pour les tout petits, c'est ça. Et après, ils rejoignent l'école publique par la suite. Oui, c'est juste, et ils s'intègrent bien. Il y aura toujours des enfants pour qui c'est difficile de s'intégrer, que ce soit dans le public ou le privé, en fait. Donc c'est pas... et certainement qui vont très bien s'intégrer. Après, ça dépend de l'enseignant, ça dépend de la classe, ça dépend de l'élève. Donc, tous les schémas sont possibles, en fait. Donc, mais bien sûr, c'est clair que ces enfants sont, moi, je pense, plus adaptés à l'école. Typiquement, je me rappelle d'une jeune fille qui avait appris en Inde, donc qui avait fait l'école en Inde, cette école alternative. Et puis, à 12 ans, elle était suissesse, mais... Elle a grandi en Inde et à 12 ans, elle s'est dit je vais aller voir qu'est-ce que c'est l'école publique en Suisse. Donc, à 12 ans, elle a pris l'avion toute seule pour venir en Suisse. Il y a quelqu'un qui l'a accueillie, bien sûr. Après, elle a pris le train toute seule pour aller... et du coup, elle a fait 2 mois au Tessa, en fait, dans une école publique, en fait. Et puis,
ça s'est bien passé. Donc, ces enfants-là, ils aiment expérimenter, ils aiment les défis. Et du coup, par exemple, dans son cas, elle parle 3-4 langues déjà à l'âge de 12 ans, en fait. Ça, c'est le bénéfice de ce genre d'approche. Sur votre site internet, vous avez parlé d'autres projets que vous avez mis en place, notamment l'un d'entre eux, c'est le projet Gratitude, lors duquel ont participé 2500 élèves. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement ce projet? Donc l'idée, c'est de faire de la gratitude le fil rouge d'une année scolaire. Donc la psychologie a découvert que la gratitude, c'est une des qualités humaines les plus puissantes et transformatrices qui existent. Quand on la ressent, c'est un peu comme un soleil qui s'ouvre à l'intérieur. Et donc il y a des centaines, voire des milliers d'études scientifiques sur les bénéfices de cultiver la gratitude, en fait. Donc c'est des choses qui sont connues. Le seul problème, c'est que des fois, certains enseignants vont faire 3 fois dans l'année un petit exercice, mais c'est pas suffisant, en fait. Si on veut vraiment changer, on sait avec la neuroplasticité qu'il faut entraîner plus de fois dans le cerveau pour que ça devienne un acquis, en fait. Donc là, l'idée, c'est toutes les semaines de prendre un moment et puis de cultiver cette capacité de ressentir la reconnaissance pour les choses. Donc là aussi, il y a cette vision intégrale, c'est-à-dire que c'est pas rien que sur... Alors les enfants vont commencer, je suis content parce que j'ai reçu un cadeau, mais après, on va élargir le champ, on va dire, mais est-ce que quelqu'un t'a aidé aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un t'a fait preuve de générosité? Est-ce que tu as vu quelque chose de beau? Est-ce que tu as entendu quelque chose de beau? Quel livre as-tu aimé? Donc on va vraiment élargir le champ et inviter les enfants à tourner leur regard vers ce qui est beau, vers l'excellence, en fait. Et de se nourrir d'excellence, de se nourrir de beauté, en fait. Et c'est comme toute cette beauté qui rentre dans l'enfant, après, ça le nourrit en profondeur, et puis c'est ça qui va vivre, en fait. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire sur une année scolaire régulièrement. Et donc, on a même fait une petite étude scientifique pour voir les bénéfices, et il y a vraiment des bénéfices pour les enfants, il y a des bénéfices pour les enseignants, il y a des bénéfices pour l'école, où l'atmosphère est beaucoup plus joyeuse, parce que si le challenge que j'ai eu ce matin, c'est de voir quelque chose de beau, de voir quand quelqu'un m'aide, en fait, ça va amener en moi le meilleur en enfant. Ça va amener chez l'enfant le meilleur en avant, en fait. Et du coup, ça va vraiment changer l'atmosphère de la classe, de l'école. Et typiquement aussi du quartier ou du village. Dans une de ces écoles, ils ont décidé que chaque élève a fait une petite carte postale. Ils ont défini une personne du village à qui ils allaient l'envoyer, en fait. Et puis, ils ont écrit aux pompiers, ils ont écrit aux boulangers, ils ont écrit aux coiffeurs, ils ont écrit à l'artiste. Et puis, tous ces gens ont reçu une petite carte postale d'un enfant qui leur disait merci. Et donc les gens étaient très touchés, les pompiers sont venus dans l'école, le petit garçon qui avait écrit la carte postale s'est retrouvé sur le camion de pompiers, en fait. Donc c'était vraiment très très riche et très beau, et c'est assez facile à mettre en place. Et puis là, l'idée, c'était de l'inclure dans le programme, en fait. Donc le projet Gratitude fait partie du programme, donc on peut faire du français ou de l'histoire ou de la science, tout en célébrant et en étant reconnaissant ou en faisant de la gratitude. Wow. Ça me fait penser aux États-Unis, il y a un projet qui a été lancé. Alors là, par contre, ça a plus un lien avec les réseaux sociaux, mais ça a invité les écoles du monde entier. C'est pas simplement limité à des jeunes qui vont sur Internet. Ça inclut vraiment le système éducatif. Et puis les jeunes sont invités à partager la gentillesse. Donc ça me fait penser un peu à ce que vous faites. Le but est de filmer et de publier après sur le réseau social les actes de gentillesse, de bonté que d'autres ont fait. Ouais. Et puis, c'est un mouvement qui est en train de prendre de l'ampleur. Et j'ai l'impression que ça aussi, c'est quelque chose qui peut avoir un impact. La gentillesse, comme la gratitude, en fait, ça me fait écho, peut vraiment changer les choses. Et si on invite les enseignants, les parents à dire aux enfants, voilà, c'est ça le monde qu'on veut créer, le monde de demain, ça va se propager, quoi. Ça va être endémique, et puis tout le monde va transmettre des actes de gentillesse. Absolument. Et ce qui est important aussi de voir, c'est qu'en parallèle, on va parler des difficultés, on va gérer les difficultés. C'est pas le monde des bisounours où on croit que tout le monde est gentil, que
il faut être reconnaissant envers tout. D'ailleurs, les études montrent que plus ces forces, que ce soit la gentillesse ou la gratitude, elles sont développées chez l'individu, plus il va se battre pour ce qui est juste. Donc, c'est vraiment important aussi de briser cette croyance que parce qu'on cultive la gratitude ou la générosité, on va être naïf et faible, et puis le monde, il n'est pas comme ça. Bien justement, on veut créer un autre monde. Et donc ça, on parlait avant de comment est-ce qu'on peut ramener ces valeurs. Ben, c'est des mouvements comme ça, des projets comme ça qui régénèrent ces valeurs humaines qui sont essentielles à notre vivre ensemble, en fait. Oui, parce que la gentillesse, c'est pas une faiblesse, comme vous dites, c'est une force. Et justement, vous avez un autre projet en lien avec les forces. Vous l'avez déjà évoqué, les forces de caractère. Alors, qu'est-ce que c'est exactement, les forces de caractère? Donc ça, c'est Martin Seligman et Christopher Peterson qui, dans les années 2000, ont étudié à travers tous les grands sages, les grands écrivains, toutes les civilisations, tous les textes sacrés. Ils ont défini 24 forces de caractère qui sont universelles, que l'on retrouve partout. Et puis après, il y a plusieurs moyens. On peut faire un test en ligne, on peut demander à quelqu'un. Enfin, il y a plusieurs moyens de découvrir, en fait, quelles sont les forces de chacun, en fait. Donc l'idée, c'est que chaque élève et chaque enseignant et même chaque parent est unique. Et cette unicité va se manifester à travers des forces particulières. Il y a un bouquet de forces particulier qui est unique à moi, en fait. Et donc, l'idée, c'est d'inviter les élèves. Donc, je travaille pour que les enseignants aident les élèves à découvrir leurs forces. Et une fois que chaque élève a trouvé un peu ses forces de caractère, l'idée, c'est de les utiliser le plus souvent possible, de les utiliser pour apprendre, pour étudier, pour vivre une vie qui a du sens, pour gérer ses difficultés. Donc ça nous donne plein d'outils pour s'épanouir, en fait. Et vraiment trouver l'excellence en se connectant profondément à ce qui est juste et vrai pour nous. Et donc le projet, concrètement, c'était quoi le projet Force de caractère? C'était de transmettre cette notion aux gens. Donc, alors là, je travaille avec les enseignants, donc je vais dans les écoles, je forme les enseignants. J'ai passé 3 ans à écrire un livre sur les forces de caractère. Donc, je donne une petite formation, c'est 3 fois 2 heures sur une année scolaire. Les enseignants repartent avec la formation et le livre. Et puis, j'ai aussi un livre pour les élèves, en fait. Et puis après, ils travaillent un petit peu en classe avec ses forces. Il y a plusieurs étapes. Une, c'est de découvrir ses forces. Après, de repérer les forces des autres élèves aussi. C'est aussi quelque chose qui est très précieux. Parce que l'idée, c'est pas de juste penser à nos propres forces, mais aussi de les repérer à l'extérieur, en fait. Donc, il y a plein de jeux comme ça. Il y a aussi les forces du groupe, parce que chaque classe et chaque groupe est différent. Donc, on va développer cette capacité de découvrir et puis d'utiliser les forces du groupe pour mieux étudier ensemble, en fait. Donc, c'est assez riche comme processus. Mais donc là, dans ce cas-là, c'est les enseignants après qui travaillent avec les élèves. Très intéressant. Peut-être avant qu'on conclue, est-ce que vous pourriez nous raconter si vous avez des anecdotes en lien avec qui permettraient d'illustrer les bienfaits de votre méthode? Il y a 2 anecdotes qui me viennent. Une des anecdotes, la première, elle n'est pas directement à l'éducation intégrale, mais c'est l'histoire de Dominic O'Brien. Dominic O'Brien, c'était un jeune garçon, c'est écrit dans son livret scolaire, quand il levait la main, il fallait lui poser tout de suite la question parce que 2 minutes après, il ne se rappelait plus de sa propre question. Donc, il a une mémoire catastrophique, donc à 13 ans. Et Dominic O'Brien est devenu 8 fois champion du monde de mémorisation. Je ne sais pas si vous savez quel est le record du chiffre pi mémorisé, en fait. Non. Alors, je discutais avec une jeune hier, puis elle disait 10, après 20, 30... Puis il disait, mais c'est pas possible. Je disais plus. En fait, c'est 70 000. Donc, quelqu'un a mémorisé 70 000 chiffres après la virgule. Et je crois qu'il faut plus de 24 heures juste pour nommer les chiffres, en fait. Et nous, on croit que c'est des gens qui sont des génies, qui ont une mémoire exceptionnelle. Eh bien, Dominic O'Brien, qui se rappelait plus de sa propre question, a été 8 fois champion du monde de mémoire, en fait, de mémorisation. Et je trouve que ça nous montre bien que lorsque l'on est passionné, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelqu'un qui est venu dans la classe, puis qui a fait un peu des démonstrations de mémorisation. Il y a comme ça des gens qui se promènent. Et puis, on parlait avant de
que l'école soit un peu plus ouverte pour inclure les sportifs, les artistes, les artisans. Donc là, c'était quelqu'un qui était venu faire une démonstration de mémorisation. Et puis ce petit garçon qui avait une mémoire catastrophique, il s'est dit « Waouh, je veux faire ça de ma vie ». Et il est devenu professionnel, il a écrit plein de livres. Et donc, plutôt que de pousser les élèves pour qu'ils apprennent, si on arrive à allumer cette flamme, la flamme, elle est allumée, en fait, si on arrive à la nourrir et lui donner de l'espace et du temps, eh bien, elle peut faire des choses absolument improbables et extraordinaires. Impressionnant. Donc ça, c'est une histoire. Puis après, une autre histoire qui est très différente, c'est cet été, donc j'habite en Valais dans les Alpes, et puis une jeune étudiante qui avait commencé l'école en Inde à l'âge de 7 ans, donc une des écoles que j'avais créées. Tout à coup, elle avait 2 ans maintenant, elle est à l'université. Et puis elle m'a écrit, elle m'a dit « Je veux venir marcher dans les Alpes. Est-ce que je peux venir ?» Je lui ai dit « Ouais, bien sûr, bienvenue. » Et donc, on a été marcher dans les Alpes. Et puis, donc elle a grandi dans le Tamil Nadu, dans le sud de l'Inde, qui est complètement plat. Et maintenant, elle étudie à l'université en Hollande, qui est complètement plat. Donc, elle n'avait jamais été en montagne. Et puis, donc, je suis parti en montagne avec elle. Et puis, bon, pour moi, le sport, c'est important. Donc, je fais pas mal de sport. Et puis, donc, on a été sur des petits chemins en train de descendre. Et puis, j'ai commencé à courir un peu traîner comme ça, de caillou en caillou, de rocher en rocher. Et puis, tout à coup, je me retourne et en fait, elle était en train de courir derrière moi, quoi. Et donc, moi, je viens des Alpes, et il y a plein de gens qui ont grandi là, mais qui ne sont pas capables de courir comme ça en montagne. Et elle, qui n'avait jamais été en montagne, arrivait à courir derrière moi. Donc, c'était vraiment incroyable. Et donc, après, j'ai discuté avec. Je lui disais, mais comment c'est possible? Et en fait, dans le programme que l'on avait offert, il y a une méthode qui s'appelle Éveil de la conscience par le corps, qu'on trouve aussi en France, si jamais, où 2 heures par semaine, les enfants font plein d'exercices. Ça peut être tenir sur une jambe, sur quelque chose en déséquilibre, ou bien marcher avec les yeux bandés. Enfin, il y a plein de jeux et d'exercices qui développent l'agilité, la conscience de soi. Et en faisant ces exercices depuis l'âge de 7 ans jusqu'à l'âge de 18 ans, elle avait développé une motricité, une connaissance de son corps qui lui permettait de spontanément atteindre l'excellence dans quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Donc c'était vraiment assez incroyable et encourageant. Et après d'ailleurs, je l'ai amenée dans des endroits où il y avait vraiment du vide, où c'était un peu, il ne fallait pas glisser, et elle avait le pied sûr, et c'était vraiment très, très impressionnant en fait. Ouais. Donc ça montre bien que quand un enfant, dès l'enfance, est familiarisé avec cette ouverture au monde, cette ouverture d'esprit, cette capacité à absorber, et finalement c'est lié à l'émotionnel, pas seulement à ce qui se passe dans la tête, mais c'est aussi lié à quelque chose d'intégral finalement. Absolument, ouais. Et tout est possible et l'enfant peut atteindre des sommets. Absolument, ouais. Une des raisons pour lesquelles on doit amener une éducation intégrale, c'est justement ce qu'on appelle l'élagage synaptique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le cerveau va garder que les connexions qu'il a utilisées. C'est-à-dire que si l'enfant fait beaucoup de choses, s'il apprend à utiliser ses mains, il apprend les langues, s'il apprend à gérer ses émotions, s'il apprend à collaborer, s'il fait du sport, s'il fait de l'athlétisme, s'il fait des bricolages, s'il fait de l'art, il va utiliser toutes ces régions du cerveau qui, au moment donné où il y a l'élagage synaptique, c'est-à-dire que le cerveau va enlever, en anglais on dit « use it or lose it », donc il va enlever tout ce qui n'est pas utilisé. Si les enfants, ils ont fait que d'apprendre par cœur, il va juste garder ces éléments-là. Tandis que s'il a eu vraiment quelque chose d'intégral qui lui a été offert, il va garder tous les éléments, en fait. Et donc, du coup, se retrouver avec un être, avec un cerveau qui est épanoui, mais aussi, en effet, les émotions, le cœur, les forces, le corps aussi, qui est aussi un élément central. Donc, typiquement, dans l'éducation intégrale, tous les enfants doivent faire 1 heure de sport tous les jours, c'est obligatoire. Et ça, c'est ce que l'OMS conseille aussi. Mais comment est-ce que je peux vivre si je ne suis pas en forme physiquement? Comment est-ce que je peux m'épanouir? Et le surpoids est un problème maintenant global aussi. Et donc ça, ils ont la liberté de choisir leur sport, dans l'idéal de varier les sports, comme ça développe le corps dans son intégralité là aussi. Mais par contre, c'est tous les jours 1 heure obligatoire. Et ça, c'est quelque part de ne pas le faire avec les élèves. C'est criminel quand on sait
tous les bénéfices que le sport amène, pas que pour le corps, pour l'énergie, mais aussi pour le développement du cerveau. Et on sait aussi que le sport va développer notre hippocampe qui est utilisé dans la mémoire. Une des différences, par exemple, avec le développement des facultés mentales, donc on doit développer l'observation, la comparaison, la mémorisation, l'imagination, le raisonnement, toutes ces facultés mentales, on veut les développer de façon systématique dans l'éducation intégrale. Mais vous voyez, à l'école, on mémorise beaucoup de choses. On apprend par cœur en maths, en allemand, en français. Mais par contre, on n'apprend pas comment mémoriser. Donc, dans l'éducation intégrale, on va d'abord développer les facultés mentales. On va d'abord développer comment est-ce que je mémorise. Et puis après, tous les enfants arrivent, une fois qu'ils ont développé ces outils de mémorisation, tous les enfants ont une bonne mémoire et puis peuvent apprendre rapidement. Donc, on va d'abord se consacrer à développer la faculté elle-même plutôt que de faire beaucoup de choses. Donc ça, c'est vraiment une approche qui est très différente, en fait, que l'école fait un petit peu, mais pas assez. En fait. Si vous pouvez demander combien d'élèves connaissent des techniques mnémotechniques, en fait. C'est rare encore. Mais c'est dommage, puisqu'on apprend beaucoup par cœur. Merci en tout cas, Monsieur Digny, pour ces perspectives intéressantes. Dans un monde en changement, on a besoin d'avoir justement des solutions auxquelles se raccrocher pour le futur. Donc, c'était très instructif. C'est un plaisir pour moi. On voit dans tous les domaines, on voit qu'on arrive à une voie sans issue. Il y a des impossibilités dans tous les domaines. On doit réinventer la manière de faire de faire de la politique, le poids de l'économie, de développer les qualités humaines, notre rapport à la terre, aux animaux. Donc tout est à réinventer. Et quelque part, si on arrive à amener les enfants ou les élèves ou les jeunes adultes à voir qu'en fait, ils vont recréer un nouveau monde, en fait. Et leur donner cet espoir-là, en fait. C'est qu'eux, ils vont recréer quelque chose d'harmonieux en utilisant tout ce que nous, on n'a pas réussi à faire. Je trouve qu'il y a quelque chose vraiment qui peut donner du sens, en fait. Ils doivent recréer ce monde, en fait, qui est un peu braque-ballant. Et du coup, c'est super intéressant de recréer un nouveau monde, en fait. En utilisant toutes nos expériences, bien sûr. En mettant de côté ce qui est le plus mauvais dans l'histoire et en gardant les choses positives. Voilà, et en allant de l'avant, en fait. En allant de l'avant. Et je pense que l'humanité a montré que on a réalisé plein d'impossibilités, et donc on va pouvoir continuer à le faire, en fait. Mais il faut de l'espoir. Et la liberté est nécessaire pour réaliser cette chose. Mais en tout cas, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un plaisir. Merci à vous, Monsieur Digny, et peut-être à bientôt pour une nouvelle discussion. Très bien, merci.